Chambre des communes de la justice et des droits de la personne, conformément au règlement 108.2 et à la motion adoptée plus tôt cet automne, le 23 septembre, le comité se réunit pour continuer son étude de la mise en liberté sous caution et des récidivistes violents. Et nous suivons la formule hybride aujourd'hui. Pour ceux qui sont en personne, donc la majorité d'entre nous, il y a peut-être aussi des personnes qui se joindront à nous en utilisant Zoom. Puis demander à tous les participants en personne de consulter les lignes directrices qui sont devant vous sur la table, sur des cartes. Ces mesures sont en place pour aider à prévenir les incidents audio et les chocs acoustiques et pour protéger la santé et la sécurité de tous les participants, y compris et bien sûr tous les interprètes. Vous remarquerez également qu'un code QR figure sur cette carte et vous renvoie à une courte vidéo de sensibilisation. I'd like to take a few more comments. Quelques observations à l'intention des témoins, parce que les députés connaissent ces directives et les respectent habituellement. Alors, veuillez attendre que je vous nomme avant de prendre la parole. Et bien sûr, pour ceux qui participent par vidéoconférence, cliquez sur l'icône du microphone pour activer votre microphone et veuillez mettre votre microphone en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour ceux qui participent par Zoom, au bas de votre écran, vous le savez sans doute, vous pouvez choisir le poste que vous souhaitez pour l'interprétation, soit le parquet, l'anglais ou le français. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez utiliser vos oreillettes pour choisir le poste que vous souhaitez écouter. Un petit rappel, toutes les observations doivent s'adresser à la présidence. Pour ne pas entrer... Il y a des échanges dynamiques parfois entre députés et témoins. Si vous souhaitez prendre la parole, veuillez lever la main. Pour les députés sur Zoom, comme je l'ai dit tantôt, veuillez utiliser la fonction « lever la main ». Le greffier qui est à ma gauche et moi-même ferons de notre mieux pour maintenir l'ordre de parole et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard. So I want to welcome the first... Je veux souhaiter la bienvenue au premier panel. Ont été faits avec les personnes en Zoom et est-ce que les résultats sont concluants? Oui, résultats très concluants jusqu'à preuve du contraire, mais les vérifications ont été faites, effectivement, M. Fortin. Merci, de rien. So, on our first panel... Donc, pour le premier panel, première heure, nous avons... À titre personnel, Kelly Sundberg, professeur à l'Université Mount Royal. Bonjour, Kelly. Terry TJ, who's online en vidéoconférence, le chef régional de Colombie-Britannique. Welcome, Terry. Kyrie Tristry, who's the directrice principale, principal director at the AFN. Kyrie Tristry, directrice principale de l'APN. Le maire Scott Gillingham de Winnipeg et de la Fédération canadienne des municipalités, Matt Jamel, directeur général politique et affaires publiques. Je rappelle aux témoins qu'ils ont 5 minutes pour leur exposé liminaire. Vous n'avez pas besoin de parler 5 minutes, mais on ne peut pas dépasser 5 minutes. Et ensuite, il y aura des questions posées par les membres du comité. Alors, c'est tout. Nous allons commencer. Les députés ont vraiment hâte de vous poser des questions aujourd'hui. Donc, si vous avez des observations, une présentation à faire, vous pouvez le faire. Et nous allons suivre l'ordre dans lequel je vous ai présenté. Donc, Kelly d'abord, ensuite Scott et Kyrie, si vous avez quelque chose à ajouter. Terry, Kyrie, Scott et Matt. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Je suis Kelly Sundberg, professeure à l'Université Mount Royal à Calgary, en Alberta. J'ai une maîtrise en justice, sécurité publique et formation et un doctorat de l'Université australienne en criminologie. J'ai aussi des postes de recherche à l'Université de Calgary, l'Université d'Adélaïde, faculté de droit, l'Université d'East London et plus récemment l'Université St. John's et Queens à New York. J'ai été agent de l'Agence des services frontaliers pendant 15 ans et j'ai aussi travaillé à Ottawa comme responsable des politiques au début des années 2000. Ma recherche et mes travaux universitaires se sont concentrés sur des sujets qui vont du crime dans les rues, la sécurité des frontières et tout ce qui relie différentes composantes. Pour ce qui est de mon travail sur la sécurité et la résilience des communautés, je représente le Canada à l'Organisation internationale des normes au comité qui concerne ces deux
domaines. J'ai fourni des notes parce que je savais que, comme professeur, je pourrais parler pendant 10 heures, mais bon, on m'a donné 5 minutes. C'est assez limité, donc je vous ai fourni des notes qui vous devriez avoir reçues, qui résument les points que je vais présenter. Lorsque j'examine ce qui s'est passé durant les 7 dernières réunions, il est clair que nous avons déjà de bonnes lois en place. La question pour moi est de savoir comment les faire respecter. Lorsqu'on écoute les débats, qu'on entend les préoccupations des Canadiens pour ce qui est de cas de récidive par des personnes en liberté sous caution qui ne respectent pas les conditions de cette mise en liberté, bien sûr, ça préoccupe les Canadiens, mais je crois qu'il faut noter néanmoins que les données indiquent en fait que nous plaçons beaucoup de gens en détention provisoire avant le procès et il y a quand même des incidents malheureux. Pour ce qui est des 3 domaines dont je pourrais discuter avec vous, lorsqu'on pense au public, eh bien, c'est un défi de communication. On entend beaucoup de choses sur un soi-disant système de porte tournante, mais en fait, il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces portes. Lorsque les détenus sortent, quelles sont les ressources qui peuvent les appuyer ou nos ressources? Je vais continuer et conclure rapidement. Il faut examiner la mise en liberté sous caution dans tous les contextes du système de justice pénale. Et lorsqu'on s'occupe d'une partie du système, inévitablement, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a un mauvais calibrage par rapport à d'autres aspects. Et lorsqu'on envisage des changements majeurs dans un système, il faut penser aux ramifications pour les autres parties du même système. Je vous remercie. J'ai hâte de répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Merci. Maintenant, le chef régional TJ. Je veux d'abord reconnaître le territoire d'où je vous appelle, des peuples d'Aka-Tlekli-Téné. Merci au comité permanent sur la justice et les droits de personnes de me donner l'occasion de parler sur cette question importante. Je veux d'abord dire une chose clairement. Nous voulons tous des communautés plus sûres. Lorsque nous entendons parler d'histoires de violence, de vies perdues, ça nous inquiète. Mais il faut voir, les problèmes ne sont pas nouveaux. Ils sont le résultat direct de générations de racisme, discrimination systémique, de colonialisme et de système qui a érodé nos droits. Je ne vais pas aborder les causes profondes du colonialisme, les raisons systémiques. Nous connaissons les problèmes liés au colonialisme, les impacts qui perdurent. Nous sommes surreprésentés dans le système carcéral. Il y a un besoin de réforme, c'est clair. Pour ce qui est de la réforme de la mise en liberté sous caution dans le système actuel, l'article 515.1 du Code criminel affirme que les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve de leur culpabilité. On ne doit pas restreindre sans raison, sans justification, cette liberté. Mais ce principe n'est pas vrai pour les membres des Premières Nations. Dans la pratique, les membres des Premières Nations sont confrontés à une présomption de culpabilité et non d'innocence. Le principe de l'échelle qui exige que les juges imposent les conditions les moins restrictives est souvent ignoré lorsque l'accusé est membre d'une Première Nation. L'itinérance, la pauvreté, le traumatisme, les toxicomanies, la discrimination font en sorte que c'est plus difficile pour les membres des Premières Nations de respecter les conditions de cautionnement, d'avoir accès. Il y a des problèmes d'accès au traitement. Les principes GLADU qui exigent que les tribunaux tiennent compte de la situation unique des Autochtones ne sont pas mis en œuvre. Les problèmes de santé mentale ne sont pas pris en compte non plus. Le résultat, c'est qu'on refuse la mise en liberté sous caution. Il y a une détention provisoire plus longue et une plus grande pression sur les membres des Premières Nations de plaider coupable pour retrouver la liberté. Cela crée un cycle de criminalisation qui alimente cette surreprésentation dans les prisons.
80% de ceux qui sont dans les prisons ontariennes sont en détention avant le procès. Ils attendent leur procès, ne sont pas déclarés coupables. La prison est devenue l'option par défaut pour ces gens qui ont de vrais problèmes liés à la pauvreté, à la santé mentale et à la dépendance aux drogues. Des cas très médiatisés concernant des détenus des Premières Nations qui ont récidivé pendant qu'ils étaient en liberté sous caution ont fait du bruit. Il faut examiner ces incidents attentivement et voir quel est le contexte. De grandes réformes punitives peuvent empirer la surreprésentation des membres des Premières Nations dans les prisons plutôt que de régler les problèmes profonds. Nous connaissons les problèmes sous-jacents de la pauvreté, du logement inadéquat, de la mauvaise santé, problèmes d'emploi et manque de vrais outils de réinsertion sociale. Voilà ce sur quoi nous devrions nous concentrer et non des réactions politiques qui criminalisent encore davantage les membres des Premières Nations. Les changements proposés par le gouvernement Carney, qui ont été présentés le 15 octobre, présentent des réformes de la mise en liberté sous caution, de la détermination de la peine, des règles plus strictes pour certaines infractions comme le vol de voitures et autres. Nous sommes préoccupés du resserrement des critères de mise en liberté sous caution et de changements à la détermination de la peine sans consultation des Premières Nations. Ces changements peuvent révoquer la présomption d'innocence. Il peut y avoir d'autres dispositions de renversement du fardeau de la preuve. Cela force les accusés à prouver qu'ils méritent la mise en liberté sous caution. Pour les membres des Premières Nations, ce n'est pas nouveau. Hélas, nous savons déjà que nous vivons dans un système qui est de facto un système où le fardeau de la preuve est inversé. Ces réformes peuvent empirer les choses. Il y a des préoccupations réelles, mais de vastes réformes risquent d'empirer les inégalités et ne permettent pas de régler les problèmes sous-jacents. La réponse à la violence, ce ne sont pas des lois plus strictes, mais plutôt la guérison, la déjudiciarisation et aborder les problèmes sociaux qui mènent au préjudice. Je dois répéter que l'Assemblée des Premières Nations est profondément préoccupée du manque de consultation avec les leaders des Premières Nations et nos systèmes de justice. Je vais parler de ce qui doit être fait. Je pense vraiment que nous devons donner à la gouvernance des Premières Nations la possibilité de jouer un rôle de meneur et renforcer le rôle des pavillons de guérison et autres institutions des Premières Nations pour offrir des programmes culturellement adéquats qui favorisent la réadaptation. Réutiliser des financements, des sommes fédérales pour les utiliser ailleurs pour renforcer certains aspects. Donc, une réforme du droit menée par les Premières Nations, coordonnée avec les Premières Nations pour co-développer des stratégies de désincarcération, mettre en œuvre des recommandations faites il y a 10 ans, la déjudiciarisation et la justice réparatrice, élargir les programmes culturellement adéquats et les initiatives de justice réparatrice menées par les Premières Nations. Ce que nous visons, ce sont les causes profondes. Plutôt que de vous attaquer aux symptômes, attaquez-vous à la maladie. Merci. Merci, Monsieur le chef régional, et les députés auront l'occasion de vous poser des questions. Ensuite, maintenant, Monsieur le maire Gillingham. Députés, témoins, bonjour, merci de l'invitation de comparaître aujourd'hui. Je suis fière d'être maire d'une ville de 850 000 habitants formidable qui a de belles perspectives d'avenir, mais comme nous sommes confrontés à de réels défis, la pauvreté est concentrée dans les mêmes quartiers depuis plus d'un siècle, donc les prédateurs peuvent cibler facilement des personnes vulnérables. Winnipeg est un carrefour stratégique ferroviaire, routier et aérien. C'est donc un point de transbordement pratique pour le crime organisé, le trafic de drogue, de biens volés et de personnes. Donc, depuis trop longtemps, Winnipeg est une capitale des crimes violents. Avec les bonnes lois et les bonnes stratégies, je sais que nous pouvons changer cela. Je sais parce qu'au milieu des années 2000,
Winnipeg était la capitale nord-américaine du vol de voitures. Les gouvernements, les forces policières et les criminologues ont travaillé ensemble pour trouver des mesures préventives et nous avons réduit le taux de vol de voitures de 80 %. Le nouveau chef de la police de Winnipeg, Gene Bowers, fait en sorte que les services policiers provinciaux vont adopter la même approche. Winnipeg est partenaire du gouvernement du premier ministre Kinou dans des initiatives sociales et répressives visant à prévenir la criminalité. Mais en l'absence d'une réforme du système de cautionnement, Winnipeg ne peut pas faire ce que nous avons fait pour les vols de voitures durant les années 2000. En mai 2023, à ma demande, la police de Winnipeg a relancé une unité conjointe avec la GRC afin de cibler les délinquants violents les plus dangereux. Depuis 2 ans, une arrestation est faite par jour en moyenne, mais on arrête et on réarrête les mêmes personnes. 4 des 5 délinquants violents arrêtés par cette unité étaient en liberté sous caution ou en liberté conditionnelle ou en probation. Près d'1 sur 5 avait été arrêté plus d'une fois par cette unité. Le personnel de première ligne dans la santé, les transports, les services d'urgence, le commerce au détail sont fatigués des menaces et des agressions quotidiennes des mêmes personnes. Le statut d'être libéré sous caution n'est pas toujours mentionné dans les communiqués de presse de la police après une arrestation. J'ai donc récemment demandé au chef Bowers de me donner des exemples concrets de récidivistes condamnés de crimes graves qui ont été commis alors qu'ils étaient en liberté sous caution. Le 9 septembre, je me suis engagée à publier un bulletin hebdomadaire sur ces cas jusqu'à ce qu'une loi efficace soit mise en place. Jusqu'à présent, j'ai dans ma liste 2 cas d'agression pendant la liberté sous caution et 2 cas d'homicide pendant la liberté sous caution. Rien qu'en septembre, d'autres tragédies liées à la liberté sous caution se sont produites, y compris les agressions au couteau à Hollow Water et un délinquant qui a poignardé à mort un homme dans un abribus l'hiver dernier pendant qu'il était en liberté sous caution. Nous pouvons faire plus à Winnipeg et nous le ferons, mais le Parlement doit aider les villes canadiennes de manière décisive. Le Parlement peut légiférer pour mettre la sécurité publique au premier plan dans les décisions sur la libération sous caution. Le Parlement peut changer les lois sur la libération d'office afin que les délinquants soient plus susceptibles de purger la totalité de leur peine en cas de violation grave des conditions. Le Parlement peut soutenir des investissements dans la réinsertion afin de mieux lutter contre la récidive. Et vous pouvez assurer que le fait qu'un délinquant n'ait pas tenu compte de ces conditions auparavant soit pris en compte. Enfin, dans un article récent dans un journal de Winnipeg, on voyait qu'il n'y avait aucune preuve statistique que le système de mise en liberté sous caution était défaillant. Dans un sens, je suis d'accord. Il n'y a pas assez de données recueillies. Mais moi, je ne peux que vous donner une liste de cas individuels qui prouvent que des délinquants condamnés tuent, blessent ou victimisent des personnes pendant leur liberté sous caution. Il existe un registre national des condamnations injustifiées. Les gouvernements indemnisent à juste titre les personnes injustement condamnées, mais notre système ne reconnaît même pas la possibilité que de libérer un criminel récidiviste puisse être considéré comme une libération injustifiée. Nous ne pouvons pas agir comme si les victimes de crimes évitables n'étaient que des dommages collatéraux de notre système judiciaire. Nous avons besoin de meilleures données sur les crimes commis pendant la liberté sous caution. Il faut publier ces données et nous avons besoin de plus de transparence pour faire aider à respecter les conditions de libération sous caution. En conclusion, le gouvernement fédéral a présenté une mesure. Si elle comprend les choses dont j'ai parlé, il faut l'adopter rapidement. Je soutiens mes collègues de tout le Manitoba, le maire Fawcett de Brandon, la mairesse Knox de Portage-la-Prairie et Cathy Valentino, présidente de l'Association des municipalités du Manitoba. Mesdames et messieurs les députés, nous avons besoin de votre aide pour que Winnipeg soit une ville sûre et pour que toutes les collectivités au pays soient plus sûres. Great. Thanks, Chair Miller. Bonjour à tous. Thank you to the committee for the invitation. Merci de l'invitation à intervenir au nom de la Fédération canadienne des municipalités et merci d'avoir donné la priorité à cette étude où je suis sûr qu'il y aura des répercussions au niveau local. Je reconnais également qu'il y a des membres du comité qui ont été élus à l'échelon local, donc ils comprennent les réalités de l'application de la loi sur le terrain. Je remercie également les personnes qui sont venues de Winnipeg ici et qui est également le vice-président de l'Association des grandes villes.
à travers tout le Canada. Les municipalités ont les mêmes problèmes, des personnes qui ont un passé d'infractions violentes et qui sont libérées sous caution et qui commettent de nouveaux délits. Les services de police arrêtent et arrêtent encore les mêmes personnes. Et donc ça augmente la pression sur les répondants et ça détourne les services de police et ça réduit la sécurité. Je veux que le comité sache que ces préoccupations ont été ressenties dans les grandes collectivités, dans les grandes localités, mais également dans les petites localités. Au Manitoba, ce n'est pas isolé, c'est un phénomène national qui touche toutes ces localités. L'université respecte l'idée que la libération sous caution est un droit constitutionnel et que le système judiciaire doit défendre la Charte des droits et des libertés. Et nous savons également qu'il y a des groupes qui sont surreprésentés dans le système carcéral. Cependant, les perspectives municipales ne donnent pas les résultats espérés. Donc nous recommandons 5 mesures pour améliorer la sécurité communautaire. Tout d'abord, rendre plus sévère le code criminel à l'intention des récidivistes violents, notamment pour la libération, resserrer les règles, les conditions de libération des récidivistes à risque élevé. Et la FCM se réduit. Que cette réforme doit tenir compte de la réalité que vivent les municipalités et les services policiers sur le terrain. The proposed changes must be paired. Il faut que les changements proposés soient associés et jumelés avec le financement, les instruments d'application aussi à travers les différentes provinces et juridictions. En deuxième lieu, amélioration de la capacité du système judiciaire, c'est-à-dire les retards des tribunaux et les limites des ressources judiciaires gênent l'application de la justice et donc il faut, et c'est essentiel, élargir les capacités et les moyens, notamment des moyens de poursuite. En troisième lieu, le Canada a besoin de meilleurs systèmes d'information et d'échange d'informations. Et la sécurité publique dépend de la capacité à retracer les contrevenants. Et un programme national est nécessaire pour colliger, analyser et voir quelles sont les formes et les tendances de ces déplacements afin de veiller à ce que les mêmes contrevenants ne se livrent pas à des récidives. Et en quatrième lieu, améliorer les pratiques d'application réelle de la libération sous caution. Et donc, sinon, on va assister à un affaiblissement de la confiance et la FCM a demandé une étude nationale pour identifier également quels sont les modèles d'application et les outils employés, ainsi que le gouvernement donne des lignes directrices et des ressources qui seront appliquées dans les collectivités de toute taille dans le pays. Et enfin, il faut que, pour revenir à ce que disait l'un des témoins, il faut tenir compte des facteurs qui alimentent la récidive et aller à la racine. Un grand nombre de personnes qui sont des récidivistes ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et également de logement instable. Et donc nous devons également voir quel est le volet lié aux autochtones afin de soulager les forces de police. En conclusion, les municipalités souhaitent que l'on réforme véritablement le système de libération sous caution, renforcer les mesures du code criminel et également les mesures qui sont prises pour les policiers qui sont en première ligne et que les municipalités seront prêtes à apporter leur coopération. We're going to 5 on this. Donc nous avons un peu plus d'1h05. Donc maintenant, je vais annoncer les 2 premières interventions. 6 minutes pour la première ronde et 5 minutes pour le Bloc québécois. Et nous allons commencer avec les députés Lawton, Maloney, Monsieur Fortin. Nous allons commencer avec vous, Andrew. Merci aux témoins de leur présence. Monsieur le maire de Gillingham, vous avez dit,
Dans votre propos liminaire, vous avez parlé d'un bulletin concernant les récidivistes. Eh bien, j'ai moi-même communiqué un certain nombre de cas anciens pour ne pas gêner les travaux des tribunaux. Donc, c'est en rapport avec les dossiers de la police de Winnipeg. Et comme je l'ai dit il y a un instant, sur les 5 dossiers que j'ai communiqués, il s'agissait de contrevenants qui avaient violé les conditions de leur libération et continuaient à commettre des méfaits. D'abord, premier cas, c'était une attaque à main armée, arme à feu, avec 24 condamnations pour violence. Et un autre individu qui était en définitive inculpé d'homicide et qui avait été jugé coupable d'infractions violentes aussi. Voilà des personnes qui, à maintes reprises, ont obtenu la libération sous caution, ont violé les conditions de leur libération sous caution et se sont livrés à des actes criminels et violents. Et donc, je crois qu'il faut apporter les changements qui vont maintenant empêcher que cela se produise afin de protéger les particuliers, les entreprises, les membres de la collectivité, parce que ce sont des gens qui ont un historique personnel, quelles que soient les conditions, et ignorent totalement les conditions fixées pour leur libération sous caution. Oui, dans vos observations, vous avez parlé de contrevenants violents et récidivistes au Manitoba. Il y avait également la personne qui, dans une réserve, avait poignardé sa sœur. C'était quelque chose d'abominable. Et il y a également une question concernant les contrevenants non violents qui eux-mêmes bénéficient de cette possibilité de sortir. Quels sont les impacts sur la sécurité publique, sur les entreprises aussi? Et donc, parce que je pense que c'est déjà un indicateur qu'il va y avoir criminalité violente, parce que il y a, disons, une augmentation, une gradation dans la violence qui va en montant. Microphone, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un qui, par exemple, avait volé et puis qui a été immédiatement, il a été en contact avec un garde de sécurité et il est immédiatement passé à un stade de violence. Et puis par ailleurs, je pense que dans la communauté, on a de moins en moins confiance dans le système de justice lorsqu'on voit le même contrevenant qui est récidiviste, soit pour des violences, ou les personnes qui sont des voleurs et qui reviennent sur le terrain. Et dans ma lettre à M. Fraser, je parlais avec le maire de Port-à-Prairie et de Brandon au Manitoba, avec l'association des municipalités du Manitoba. Et j'ai dit au ministre, n'oublions pas les menus larcins, les menus infractions, parce qu'elles dégénèrent. Et donc, nous sommes tous pour la réhabilitation, pour la réadaptation, mais il faut utiliser tout l'ensemble de la panoplie pour séparer les malfaiteurs, les perpétrateurs, de leurs victimes, les protéger, et donc éviter qu'il y ait la répétition de cette violence. Donc, employons tous les moyens à notre disposition pour effectuer cette séparation. Vous dites que c'est un problème d'envergure nationale et que donc il n'y a pas de ville, de petites municipalités, de localités qui en soient épargnées. Donc, c'est un problème d'envergure nationale et universelle au Canada. Et donc, on a beaucoup essayé de rejeter la faute sur les autorités provinciales. Et vous-même, vous dites que c'est un problème national. Et vous dites qu'il faut une loi d'envergure nationale, donc fédérale, pour résoudre le problème. Microphone, s'il vous plaît. Merci de la question. Oui, c'est une question d'envergure nationale. Et donc, l'FCM représente 23 localités, et nous entendons parler de ces questions de la part des membres de communautés de toutes les tailles. Alors, s'agissant maintenant de la responsabilité, pour ce qui est de faire face à cela, bien sûr, certes, je pense que c'est une responsabilité partagée aux 3 paliers de gouvernement, mais cependant, les municipalités disent
les forces de police locales ne sont pas en mesure d'affronter ces problèmes qui sont de paliers criminels, d'origine criminelle, sans qu'il y ait une modification de l'application du code criminel. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions que le gouvernement fédéral donne l'exemple. Lorsque vous entendez parler des municipalités et également des commissions de police et des chefs de police eux-mêmes tracent une frontière entre l'application du C-75 de la législature précédente et le principe de la mesure. Et donc, pour permettre aux personnes d'être libérées. Est-ce que la FCM est en faveur de ce principe de la mesure? Oui, nous avons mis l'accent sur le renforcement des dispositions du Code criminel pour rendre difficile qu'un récidiviste violent soit libéré sous caution. Eh bien, d'après ce qui semble se produire dans les faits, cela n'est pas le cas. Et par ailleurs, nous pensons que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour ce qui est de recueillir les données et de donner des lignes directrices concernant les pratiques exemplaires, concernant les décisions de libération sous caution et également le suivi des conditions dont est assortie la libération conditionnelle. Et ceci est basé, bien sûr, sur les preuves, les meilleures preuves disponibles. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous nos témoins. Je vais essayer de rebondir sur ce qui avait déjà été dit. Je pose la question des compétences respectives au niveau fédéral, provincial et bien sûr municipal. Et donc, je pense qu'il y a trop d'accusations réciproques. Et Monsieur le maire Gillingham, je vais commencer par vous. Je vous ai vu à la télévision pendant la fin de semaine. Vous avez parlé de ce sujet aujourd'hui. Est-ce que l'on a utilisé ces bulletins ont été utilisés pour bien mettre en exergue les questions, les problèmes? Oui, c'est vrai qu'on remonte à la source de cas où il y a eu des conséquences tragiques du fait que les ordonnances délivrées par le tribunal ont été ignorées ou violées. Bien, mais ça ne... Vous avez également dit l'autre jour, dimanche, je crois, et c'est la même chose que M. Gamon, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure coordination entre les trois paliers de gouvernement. Et M. Lawson dit que le gouvernement fédéral accuse les provinces. Je pense que c'est le contraire. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir un dialogue responsable entre les trois paliers en essayant de bien disséquer et répartir les responsabilités. Ce qui m'amène à la question du recueil des données. Le gouvernement fédéral a des responsabilités à l'égard du code criminel et de ses dispositions. Et donc le ministre de la Justice a des responsabilités. Par exemple, vous avez parlé de l'abaissement du taux de criminalité grâce à ces recueils de données. Et M. Gamal, vous avez dit que le gouvernement fédéral joue un rôle dans ce domaine. J'aimerais savoir, comme vous disiez, quel est le rôle qui revient au gouvernement de l'Ontario. Moi, je viens de la province de l'Ontario, qui désigne et qui nomme des juges, qui délivre les ordonnances avec le procureur de la Couronne et qui sont en mesure également de nous aider à recueillir ces données. Comment est-ce que les provinces, et le Manitoba pourrait être un bon exemple, M. Gamel, vous pourriez me dire comment vous pensez que le fédéral pourrait jouer un rôle pour la collecte de ces données? Bien, je vais commencer. Vous avez entendu les trois d'entre nous, M. Gamel, moi-même et le professeur, pour dire que je crois que chaque gouvernement a un rôle à jouer. Et moi, en tant que maire, je dois pouvoir dire qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité dans ma localité parce qu'il y a trop de violations des ordonnances judiciaires. Et si nous avons... Peut-être que c'est une question d'investissement, peut-être faut-il investir davantage dans les ressources de la police, mais également en amont, auprès des jeunes, pour essayer de faire de la prévention de la criminalité. Mais, donc, il faut voir quels sont les goulots d'étranglement pour essayer de mieux étalonner ou calibrer
la chose, comme disait le professeur Seal, on a besoin de davantage d'investissements au niveau judiciaire, au niveau provincial, qu'on le fasse, et puis aussi pour la réadaptation, la réhabilitation des personnes incarcérées. Mais il faut que chaque palier de gouvernement fasse sa part, y compris les municipalités, voyez, à ce que la sécurité, on assure davantage de sécurité dans nos localités. Nous avons besoin de communautés, de collectivités qui soient mieux sécurisées et qu'elles aient confiance dans le système de justice. Je pense que tout le monde dans cette pièce en convient. Et puis, il y a une rhétorique négative, notamment la propagation de la peur et de façon délibérée, qui est toxique. Professeur Sundberg, vous dites qu'il y a un manque de synchronisation des activités des différents paliers de gouvernement, des 3 paliers de gouvernement. C'est vrai, parce que s'il y a un manque de synchronisation, cela pose problème. C'est bien ça? Oui, si l'on pense au nombre d'intervenants indépendants, par exemple dans les provinces et territoires, et puis le fédéral, et avec donc les différentes sections de notre système judiciaire, différentes. Et ça rend les choses difficiles parce que c'est difficile de se tourner vers des objectifs communs d'envergure nationale. Et donc, à mon sens, et je suis d'accord avec ce que dit le maire et avec le représentant de la municipalité, à savoir que le gouvernement fédéral joue un rôle déterminant. Et les faits sont importants. Cependant, du point de vue du monde universitaire, du point de vue des autorités municipales et d'autres, le mal à obtenir des statistiques en temps utile et des statistiques qui soient homogènes et bien coordonnées. Alors, certes, nous avons une multiplicité de sources de données, mais je vous interromps parce que je pense que nous sommes d'accord là-dessus, mais vous avez dit quelque chose d'autre et j'aimerais que le maire Gillingham intervienne le cas échéant. Il dit que nous avons de bonnes lois et nous avons besoin de nouvelles lois. Alors, si l'on veut maintenant amender le système législatif, comme ça a été annoncé par le Premier ministre l'autre jour, donc si nous n'avons pas les données dont parlait le professeur Sundberg, et je pense aussi que nous avons de bonnes lois, et avec le système de la modération, et donc en matière de libération des gens. Donc sans ces données, sans savoir exactement quels sont les faits et gestes d'une personne, on ne peut pas prendre la décision. Donc je pense que ce que disait un petit peu le professeur Sundberg, ça se rejoint. Alors, vous avez 6 minutes. Monsieur le Président, merci tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Je me demande, je vous écoute et je suis un peu d'accord avec ce que M. Maloney disait. Moi aussi, j'ai retenu du témoignage de M. Sundberg que finalement, on a de bonnes lois, on a un problème, comment on les met en œuvre, comment on active ça. Et la question que je me pose, c'est qu'actuellement, pour une remise en liberté sous condition, quand un détenu apparaît devant le juge, on dit qu'il est présumé innocent. Il apparaît dans les 24 heures de son arrestation. Et là, le juge va le libérer. Comme il est présumé innocent, on va le libérer, à moins que la Couronne établisse qu'il ne comparaîtra probablement pas à sa prochaine comparution, ou la sécurité publique exige qu'on le détienne, ou alors ça déconsidérerait l'administration de la justice si on le libérerait. Ces critères-là ont été validés par la Cour suprême, tout ça, et ont toujours eu une espèce de présomption que ça suffisait. Là, on veut reviser ça. Alors, j'aimerais entendre de chacun de vous, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être changé là-dedans? Est-ce que c'est suffisant, ces critères-là? Sinon, quels sont les critères qu'on devrait y ajouter? Peut-être M. Sundberg en premier. I think this is an excellent question. And, Je pense que c'est une excellente question. Lorsqu'on examine ce qui est proposé, je pense qu'il faut voir les dispositions de renversement de la preuve comme un outil qui devrait être comme un scalpel, un outil de précision. Lorsqu'on utilise un scalpel, il faut que les personnes qui utilisent cet outil aient les renseignements, les compétences, la formation et les ressources nécessaires pour prendre les meilleures décisions.
Ce que j'ai vu dans ce qui se produit, c'est que lorsqu'il s'agit de nous demander pourquoi les personnes ne respectent pas les conditions de la mise en liberté sous caution, quelles sont les causes profondes. Et nous sommes tous d'accord, il y a beaucoup d'aspects, mais la réalité, comme le chef régional l'a signalé, nous avons une population autochtone. C'est que c'est l'application qui pose problème. Donc, la façon dont les tribunaux appliquent ces critères-là, est-ce que je comprends bien? Je pense que la mise en application par les tribunaux doit être plus chirurgicale. Attendre votre réponse sur la même question. Parmi ces 3 critères-là, est-ce qu'à votre avis, certains devraient être changés ou on devrait en ajouter d'autres ou s'ils sont suffisants, c'est simplement, comme le dit M. Sandberg, une question d'application ou d'interprétation par les tribunaux? I appreciate the question. J'apprécie la question. Moi, comme maire, ce sur quoi je me concentre, c'est que je dois raconter les faits, les choses que je vois dans les rues de ma ville. Et je peux vous le rappeler, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais chaque fois qu'il y a un délinquant violent qui contrevient à des ordonnances de tribunal, non seulement il y a une menace pour le public, mais il y a menace ou danger pour les policiers et les membres des services d'urgence. Donc, pour voir quels aspects de loi fédérale devraient être ajustés, c'est le rôle des parlementaires et des élus provinciaux aussi d'examiner cela. Moi, je vous dis ce qui se passe dans les rues de Winnipeg, ce que le public me dit, ce que mes policiers et mon chef de police me disent, et aussi des procureurs de la Couronne et même des juges m'en ont parlé. Je comprends votre message. Merci. Monsieur Gemmell, la même question pour vous. Question, Monsieur Fortin. I think, in short, the En bref, notre réponse, c'est que c'est les deux. Nous avons besoin de changements au code criminel. RCM isn't recommending specific changes. We have 2 principles. Nous ne recommandons pas des changements précis. Nous avons 2 principes. Le premier, c'est que les changements au code criminel doivent faire en sorte que c'est plus difficile pour les récidifs violents d'être libérés sous caution. Qui ont semblé suffisants à tout le monde jusqu'à maintenant. On peut les changer. On est là pour ça. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on change là-dedans? We don't have a recommendation for a specific. Nous n'avons pas de recommandation d'un changement précis. Le deuxième principe que nous présentons, c'est que les décisions doivent être fondées sur la preuve, soit pour les changements au code criminel, et pour répondre à l'autre partie de votre question, il y a une question de mise en application de la loi actuelle ou d'une loi modifiée. Les juges doivent avoir de meilleures données, de meilleurs outils pour prendre des décisions fondées sur la preuve pour déterminer les risques. On nous dit, là, les statistiques nous disent qu'il y a 72 des détenus dans nos prisons qui attendent un procès. Ça laisse donc seulement 28 des détenus qui ont été trouvés coupables. Dans un régime où on prévoit la présomption d'innocence, ça me semble un peu problématique. Peut-être que je suis trop alarmiste, mais vous en pensez quoi, M. Sandberg? Je pense que c'est un très bon point, parce qu'on parle de ce 30 environ. Donc, comme on l'a dit, lorsqu'on veut voir quels sont les changements tangibles qu'on peut apporter à la loi, quels sont les points importants, je pense qu'il faut voir la mise en liberté sous caution, pas seulement comme un moment, mais une période de temps. Et si on examine comment le cautionnement est mis en œuvre, il faut qu'il y ait des dispositions pour assurer, pour forcer l'observation, donc surveillance, ressources policières pour cette surveillance et ressources pas seulement policières, mais ressources communautaires. Lorsqu'on pense à la liberté sous caution, et c'est frustrant, on pense à un moment où on obtient la mise en liberté sous caution, mais il s'agit d'un long processus. Alors, il faut assurer qu'on respecte les conditions, qu'on force le respect de ces conditions, qu'on surveille ce respect. Et s'il y a manquement à une condition, il faut qu'il y ait une conséquence. Et je pense que c'est ce qui manque. On a vu cela comme un moment plutôt qu'une période de temps. 5 minutes, Larry.
Merci, Monsieur le Président. Alors, moi qui pensais que le gouvernement Carney ne pouvait pas être aussi déconnecté dans le contexte de cette étude, eh bien, nous avons M. Maloney, le président du caucus libéral et ancien secrétaire parlementaire du ministre de la Justice à la dernière législature. Il accuse les conservateurs et d'autres de faire peur aux gens. Eh bien, c'est vraiment ne pas être en contact avec la liberté, alors que pendant 4 ans, depuis 4 ans, des maires tels que vous, M. Gilligan, et des chefs de police partout au pays, des présidents d'associations policières, des groupes de défense des victimes, tous ces gens nous supplient le gouvernement libéral de se réveiller et de voir la réalité qui existe dans nos rues. Les victimes et les Canadiens sont terrifiés. Voilà les faits. Tous les jours, on voit des exemples à répétition de gens qui commettent des crimes violents pendant qu'ils sont en liberté sous caution. M. Maloney dit que les faits sont importants. Eh bien, il faut qu'ils lisent les journaux. Il faut qu'ils voient ce qui se passe dans les médias, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et il a l'audace de dire « Nous avons de bonnes lois. Si nous avions de bonnes lois, nous ne serions pas dans la situation actuelle. » Il y a une situation où il y a ce principe de la modération, quelle que soit l'infraction commise ou le nombre de remises en liberté, quel que soit le casier judiciaire qui peut comporter un historique de manquement aux conditions de libération et la même infraction commise à répétition, eh bien, ce gouvernement libéral a dit aux juges de libérer les prévenus le plus tôt possible avec les conditions les moins restrictives possibles. J'invoque le règlement. Si M. Brock veut porter des accusations et dire qu'ils se fondent sur des faits, eh bien, le gouvernement libéral n'a jamais dit à un juge, dans mon expérience, à ce que je sache. Il ne s'agit pas là d'invoquer le règlement. C'est peut-être ou pas un rappel au règlement. Il vous reste 3 minutes. Je suppose que vous avez une question à poser. Oui, j'en ai plusieurs. Oui, alors veuillez les poser. Si nous avions de bonnes lois, nous n'en serions pas aujourd'hui à étudier ce problème. Si nous avions de bonnes lois, et le premier ministre, M. Carney, M. Justin Trudeau et d'anciens ministres de la Justice ont dit que nos lois sur la mise en liberté sous caution étaient solides et que cette peur n'existe que dans nos têtes. L'ancien ministre de la Justice, Arif Virani, l'a dit, et un ancien procureur de la Couronne également. Donc, si nous avions de si bonnes lois, le gouvernement libéral ne dirait pas maintenant, nous nous réveillons enfin, nous voyons enfin la réalité, nous avons écouté, nous allons présenter une loi cette semaine sur la mise en liberté sous caution. On entend ces choses depuis 7 mois. Moi, j'ai identifié l'éléphant dans la salle que personne ne veut nommer, et c'est le principe de la modération. Nous avons déposé un projet de loi à la Chambre des communes qui s'appelle la loi sur la prison et non la caution, qui veut remplacer ce principe de la modération lorsqu'il s'agit de récidives violentes et le remplacer par un principe de protection et de sécurité de la communauté. Qu'en pensez-vous comme outil pour assurer que les récidivistes violents sont détenus comme ils devraient l'être? Il ne reste qu'1 minute et 20 secondes. C'est un bon point. Selon moi, lorsque je parle d'utiliser un scalpel et de se fonder sur la preuve, sur des données probantes, bon, pour ce qui est des préoccupations de beaucoup de Canadiens, une des causes profondes, surtout pour les Canadiens autochtones qui sont surreprésentés dans notre système judiciaire. Si, il y a 10 ans, nous nous étions engagés à régler ces problèmes, si nous avions suivi plus que 13 sur 19 appels à l'action, ou plus de 13, et si nous avions augmenté nos investissements dans les collectivités autochtones, nous ne verrions pas ces chiffres et ce taux de récidive. Avec tout programme de mise en liberté sous caution, nous devons avoir une approche
bien calculé, fondé sur la preuve. Mais comme je l'ai dit, il y a cette trajectoire de la liberté sous caution. Il faut que les ressources soient en place et je pense que ces ressources doivent venir du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a une obligation, surtout envers les Autochtones, d'assurer qu'ils ont les appuis nécessaires et que les collectivités puissent avoir accès à certaines possibilités. On ne voit pas la même chose partout au pays. Je sais qu'il y a des exemples de réussite. On l'a vu en Alberta avec Oxford House et d'autres endroits. C'est ce qui nous manque, selon moi, c'est que nous ne voyons pas tout le processus de la mise en liberté sous caution et la surveillance et la façon de faire respecter les conditions pendant cette surveillance. Ma question s'adresse à M. Sundberg. Avant que vous soyez interrompu auparavant, vous parliez du fait que le cautionnement, c'était un long processus. Pouvez-vous continuer? Oui, et je pense que c'est lié à quelque chose, une chose sur laquelle seraient d'accord les maires et les Premières Nations. Il y a un moment où on prend la décision d'accorder la liberté sous caution, mais ça, c'est un point dans le processus. Moi, ce dont je parle, c'est d'assurer que la loi force clairement un respect des conditions tout le long de la période de cautionnement, qu'il existe des ressources du côté policier, du côté des ressources sociales et en santé. Il faut donner aux personnes qui sont, à juste titre, considérées comme innocentes jusqu'à preuve du contraire. C'est un pilier de notre système de justice. Donc, pour arriver à cet équilibre entre la sécurité du public et leurs droits, je pense qu'il faut que l'on inclue délibérément dans la loi des mesures permettant de surveiller et d'assurer que des mesures d'appui soient en place. Et lorsqu'il y a manquement aux conditions, il faut qu'il y ait une intervention rapide. Mais pour parler de la collaboration, nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous voyons nos services de police municipaux, nos agents de probation, des services où il manque de personnel, les gens sont surchargés et j'ai écrit un article dans le Calgary Herald. Il y a les crimes dont on parle, mais il y a les crimes commis dont on ne parle pas. Et si nous n'avons pas les moyens de recueillir des données, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions. Et lorsqu'on arrive dans le système de mise en liberté sous caution, il faut avoir une approche chirurgicale. Il faut que les choses soient faites de façon à ce qu'on fasse bien les choses. Nous savons qui sont les personnes concernées, de quoi elles ont besoin, donc il faut coordonner les ressources, y compris les mesures d'application de la loi. Mais si, comme nation, nous avions respecté les promesses envers nos Premières Nations, eh bien, je peux pouvoir faire l'hypothèse que nous ne serions pas dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Et à la fin, comme je l'ai dit dans mes notes, lorsqu'on voit comment les drogues, la toxicomanie dans les rues et dans les problèmes aux frontières, eh bien, tout ceci alimente le problème. La plupart des personnes qui commettent des crimes, qui doivent être mises en liberté sous caution, souvent sont dans la situation où ils se trouvent à cause de problèmes de santé mentale et souvent de toxicomanie et un problème de dépendance. Donc, il faut que le système de justice travaille avec le système d'éducation, de santé sociale. Et si on ajuste mal un aspect, on peut créer une mauvaise correspondance avec d'autres aspects. Et je pense qu'on voit des manques de correspondance avec le système de justice aujourd'hui. Monsieur Maloney disait qu'en ce moment, il n'y a pas de loi dans le Code criminel qui favorise le fait pour un récidiviste de sortir encore et encore. Pourriez-vous élaborer là-dessus? Je le dirais comme ceci. Je pense que nos lois sont bonnes. Je vais leur donner une note de B-. Et nous devons viser une note A. Et nous n'y sommes pas encore arrivés. Je pense que le travail de votre comité est très important parce qu'il y a un problème important. On ne peut pas nier qu'il existe des problèmes importants, mais on ne peut pas résoudre des problèmes en se fondant sur l'idéologie. Il faut
se fonder sur des faits sur les victimes du crime, mais aussi savoir que les personnes qui sont mises en liberté sous caution sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'elles soient déclarées coupables. Et c'est un pilier de notre système de justice. L'Association canadienne du barreau a bien abordé ces questions, je pense. Mais avons-nous besoin de réformes? Oui. Avons-nous un problème? Oui, absolument. Comment allons-nous aborder ce problème? Eh bien, il faut le faire pour penser à tout le processus et non à un seul moment, pour que les maires ne soient pas obligés d'utiliser les ressources des villes qui n'ont pas le financement fédéral nécessaire pour assurer les outils d'assistance. Et ça revient au problème des Premières Nations, parce que lorsqu'on voit ces statistiques, combien de jeunes autochtones sont ceux qui se retrouvent dans le système de justice? Système judiciaire, nous devons, comme nation, nous assurer de viser les causes profondes. Mais il faut avoir une approche chirurgicale. On ne peut pas utiliser un gros maillet. Mais le chirurgien a besoin d'avoir les bons outils. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, mesdames, les témoins. J'aurais tellement envie d'en parler plus longtemps, mais on est limité par le temps. Je vais aborder juste une autre question rapidement. J'ai 2 minutes, là, en gros. Mais je parlais tantôt des 3 critères actuels. La couronne, pour garder quelqu'un en prison alors qu'il n'est pas encore trouvé coupable, la couronne doit établir qu'il soit que c'est pas sûr qu'il se représente à son procès, soit que c'est dangereux pour la sécurité publique de le libérer, soit que ça déconsidérerait l'administration de la justice. Est-ce que dans le cas d'un récidiviste, quelqu'un qui a déjà été trouvé coupable à 1, 2 ou 3 reprises, est-ce que dans son cas, il serait possible d'envisager un renversement du fardeau de preuve, de dire que plutôt que de demander à la couronne de prouver ces critères-là, on demanderait à l'individu de prouver que non, il n'y a pas de problème, je serai présent, je ne suis pas un danger public et ça ne déconsidère pas l'administration de la justice que je sois libéré. Est-ce qu'à votre avis, ce serait une solution, pas totale, c'est clair, mais une solution partielle à la problématique actuelle ou pas? Merci de la question. Je demande au nom des autres maires aussi, c'est que nous garantissions que l'historique du contrevenant et ses conditions soient prises en compte, mais que l'on mette de côté ces éléments. Et également que l'on garantisse que le contrevenant purge la totalité de la peine pour chaque infraction. Ce que l'on veut, c'est... Obligé de vous bousculer, comme je disais, il doit rester à peu près 1 minute, je n'ai pas le 30 secondes. Monsieur Sandberg, sur la même question, est-ce que ça pourrait être utile, renversement du fardeau de preuve? Yes. En effet, oui. Je suis d'accord avec le maire sur ce point. Et je voudrais souligner qu'il faut que l'on pense aux gens qui ne sont pas citoyens, qui ne sont pas ressortissants canadiens, qui sont happés par le système. Et lorsque l'on envisage la libération conditionnelle, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. Et est-ce que cette personne est un citoyen, un résident permanent ou un touriste Et donc, c'est un problème de taille. Et je crois quand même que, je pense que c'est un petit peu l'éléphant dans le salon. Et c'est quand même une considération très importante. Et je suis d'accord à 100% avec la position du maire. Évidemment que... Merci. Merci, Roman. 5 minutes. You're a professor of criminology, specialized... Professeur de criminologie et sécurité frontalière. Et justement, il y a maintenant des gens peu recommandables qui trouvent un foyer et un séjour au Canada. Est-ce que ce n'est pas la politique gouvernementale qui fait qu'il y a davantage de drogue et également de jeux? Écoutez, je pense que ce sont des choses qui se rejoignent. Et quand il s'agit de passer au crible les personnes qui viennent dans notre pays à titre temporaire ou permanent, nous n'avons pas les ressources voulues pour bien déterminer si ces personnes représentent une menace.
Et donc, il y a des gens dans le pays qui vont être des contrevenants, des malfaiteurs. Et nous avons également un niveau important de criminalité organisée qui est en train de s'établir dans le pays et d'un océan à l'autre, notamment des cartels mexicains et autres. Et il s'agit d'une organisation qui, qui s'abreuve aux personnes qui commettent ces méfaits. Souvent, nous avons l'impression que ce sont des malheureux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on affronte la criminalité organisée sous cet angle-là. Oui. Vous parlez de politique d'immigration. Qui est en partie responsable de la venue de ces drogues et de ces gangs au Canada? Oui, il y a des personnes. Parce que lorsqu'on pense criminalité, nous avons des personnes qui viennent dans notre pays avec l'intention de se lancer dans des entreprises criminelles. Et ces gens-là vont bien sûr s'en prendre aux plus vulnérables de notre société. Et donc c'est là une tragédie. Et je pense qu'il y a un lien entre une bonne politique d'immigration, une bonne défense publique et une bonne application des lois. Et ceci est en rapport avec la libération conditionnelle. C'est pourquoi j'exhorte le comité à étudier la question de savoir qui reçoit la libération conditionnelle. Est-ce que c'est un ressortissant? Est-ce que c'est un résident permanent ou un touriste? Merci. Bien, j'aimerais prolonger cela parce qu'il s'agit non seulement à propos de la libération sous caution, mais également de la décision concernant la peine. Et nous voyons que l'évolution des sentences, et donc les juges prennent en compte le statut du malfaiteur et ce qui constitue à adoucir la sentence, la peine, de manière à l'aider dans son dossier d'immigration. Oui, c'est quelque chose de simplement insensé, stupide et dangereux. Et c'est tout à fait injuste, parce qu'à un moment donné, il faut bien prendre en compte ce que l'on entend par souveraineté, par citoyenneté. Et je pense que lorsqu'il y a des personnes qui viennent dans notre pays, eh bien, c'est quand même un privilège qu'on leur accorde. Nous sommes un magnifique pays, nous avons une grande majorité de gens qui viennent vivre ici, sont des personnes respectueuses de la loi, qui deviennent des Canadiens, qui travaillent dur, mais je pense que nous avons quand même des faiblesses dans le système de filtrage des gens qui arrivent à la frontière. Et donc, il y a également le commerce de drogue et pour la sécurité. Alors, Monsieur Sandberg, je ne sais pas si vous avez connaissance du projet de loi 220 de la députée Michelle Rampel, qui demande qu'un juge ne prenne pas en considération la situation de l'accusé en matière d'immigration au moment de prononcer sa sentence, de manière à ne pas menacer ou de ne pas compromettre plutôt sa requête d'immigration. Lorsque l'on étudie le rôle des règles concernant les non-citoyens, ils ont également le droit de prétendre à la présomption d'innocence. Et nous devons garantir que les non-ressortissants qui sont condamnés pour des crimes dans notre pays, et d'ailleurs, il y a dans la loi sur la protection des réfugiés, il y a des dispositions d'ores et déjà. Donc maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'appliquer ces dispositions. Mais ce qui est insensé, c'est que vous avez donc les dossiers dans notre pays qui... On pourrait très bien avoir des gens qui sont non-citoyens, qui sont condamnés et qui ensuite échappent au système de filtrage. Monsieur le Président, je pense que cette citoyenneté que j'ai eue il y a 30 ans, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Et s'il y a quelqu'un qui a été un inculpé qui a été condamné, compromettre sa condamnation afin de le faire profiter de plus de clémence en matière d'immigration, je pense que c'est inadmissible. Merci, Monsieur le Président. Je pose ma question au chef Tigui. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Oui. Nombre des difficultés auxquelles sont confrontées les communautés autochtones, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, c'est le taux de surincarcération et la difficulté d'obtenir des services
juridique. Et donc, alors maintenant, parlez-moi maintenant, quel est le modèle de financement dont vous pensez qu'il pourrait améliorer rapidement le fonctionnement et les résultats de la justice? Eh bien, ici en Colombie-Britannique, nous avons beaucoup de ressources avec 16 centres de justice dans la Colombie-Britannique qui aident un certain nombre des membres des communautés autochtones et d'autres personnes d'ailleurs, et donc pour être représentés dans le système judiciaire. Et donc, je suis assez déçu de ce que j'entends. Autour de cette table de comité, vous parlez de tous les problèmes et vous parlez de la communication entre les trois paliers fédéral, provincial et municipal, mais il y a également le fait que les décisions que vous prenez dans cette salle affectent 634 communautés, plus d'1 million de personnes qui sont d'origine Première Nation et prenez des décisions qui vont peut-être avoir des effets contraires sur notre gouvernance. Et c'est très important. Je comprends les tenants et aboutissants, mais je pense que il faut bien sûr que la gouvernance des Premières Nations soit impliquée. Et pour revenir à ce que disait le professeur, je suis pleinement d'accord avec lui. Il y a une indigence de ressources, et cela depuis trop d'années. On aurait pu éviter cela. Et donc je pense qu'au cours des dernières années, il y a eu des coupes massives opérées par le gouvernement conservateur et les ressources accordées aux Premières Nations. Et je pense que non seulement il faut davantage de ressources pour la santé mentale et la toxicomanie, mais je dirais qu'il y a une loi en Colombie-Britannique, une loi pour les réorientations. Et donc, de manière à permettre à nos Premières Nations d'avoir les ressources nécessaires. Et peut-être imprimer une perspective culturelle à ce problème pour ces incarcérations et réincarcérations en répétition. Et donc, je parle toujours de la colonisation et des internats autochtones qui ont un lien direct avec ce qui se passe au niveau de nos jeunes. Et également les dispositions actuelles en matière de garderie et également du système d'adoption ou de foyers intermédiaires qui conduisent directement ensuite au contact avec le système carcéral, avec nous, le taux de surincarcération. Il faut certes que l'on obtienne davantage de données, mais je peux vous dire qu'une bonne partie de ce problème repose sur ce que je venais d'évoquer, et ça ne s'applique pas seulement, d'ailleurs, aux Premières Nations, c'est le problème de la pauvreté et de toutes ses répercussions, pauvreté qui ne cesse de s'aggraver et dont on va assister à davantage d'effets délétères dans les centres urbains en particulier. Et donc, ça fait longtemps que nous voyons ce genre de problème dans nos communautés, jusqu'à il y a 40 ans. Et donc, je peux vous dire que ce sont ça les problèmes qu'affrontaient déjà les gens dans nos communautés. Et donc maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous prenez des décisions, ce que vous allez décider, ça va affecter les gens chez nous. Oui. Alors, s'agissant des données, monsieur chef, comment est-ce que le gouvernement fédéral peut-il s'y prendre pour colliger ces données qui vont peut-être permettre de mieux guider, piloter les réformes dont vous parlez en faveur des Autochtones? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez peut-être vous-même un certain nombre de données. Oui, nous savons qu'il y a un taux de surincarcération, et nous représentons 30% de la population. Et donc, c'est vrai qu'il faut une réforme des règles de la libération conditionnelle, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il va y avoir des gens auxquels on va refuser la libération conditionnelle, et peut-être qu'il va y avoir davantage de gens qui seront incarcérés. Mais je peux vous dire maintenant que c'est devenu un lieu de séjour pour un grand nombre de nos personnes. Et puis, il y a une longue ligne d'attente dans le système judiciaire pour les gens de notre collectivité. Et donc, pour que ces gens soient
entendus au tribunal. Et donc, je pense que cela va effectuer davantage de pression sur un système judiciaire qui est déjà lourdement surchargé. Et donc, je crois qu'il va falloir avancer et agir avec beaucoup de doigté et de prudence. Et moi, pour ma part, je crois qu'il faut attaquer la maladie à la racine plutôt que le symptôme. Nous aurons le temps pour 3 autres rondes de questions. Le député Gill, ensuite le député Chang et M. Fortin. Ensuite, nous passerons aux autres témoins. Merci à vous tous de votre présence. Monsieur le maire Gillingham, depuis que vous représentez Winnipeg, diriez-vous que le système actuel a été un échec pour les villes comme la vôtre? J'ai reçu des renseignements du service de police juste avant de me rendre à Ottawa et je peux vous en parler pour répondre à votre question. En 2024, le taux de criminalité total à Winnipeg a diminué, mais le nombre de crimes où il y avait manquement de conditions de mise en liberté sous caution ou de conditions de probation a augmenté. En 2024, il y a eu un certain nombre de crimes avec manquement à des ordonnances du tribunal. Dans la première moitié de 2025, de janvier à août, cette tendance à la hausse, il y a une tendance à la hausse qui a continué, il y a une augmentation. Donc, le nombre de manquements aux conditions, ce pourcentage ne diminue pas et j'en ai parlé, nous en avons parlé dans notre campagne et nous avons recréé un partenariat avec le service de police et cette nouvelle unité a arrêté en moyenne presque une personne par jour. J'entends ce que disent d'autres témoins aussi. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter les gens et de les enfermer pour toujours. Non, pas du tout. Mais il faut aussi investir en réadaptation. Mais en ce moment, les récidivistes, multiples récidivistes violents, multirécidivistes violents, il faut les enlever de nos rues. Et quelle est l'urgence du besoin de réforme de la mise en liberté sous caution? Bien, c'est très urgent. Les témoins aujourd'hui l'ont dit. Le premier ministre a annoncé une mesure législative la semaine dernière. J'ai hâte de voir les détails cette semaine. Selon vous, est-ce que l'hésitation du gouvernement à appuyer les propositions de réforme de la mise en liberté sous caution sont une menace à la sécurité publique? Le gouvernement a hésité à appuyer des réformes proposées par les conservateurs. Est-ce que ça signifie que l'intérêt politique l'emporte sur la sécurité du public? Le gouvernement a annoncé des changements législatifs. L'opposition demande des changements législatifs. Le public en a demandé. Donc, je pense que des discussions ont lieu en ce moment et elles sont importantes. Mais il faut garder une chose à l'esprit. Trop souvent, les victimes sont parmi les personnes les plus vulnérables dans nos collectivités. Comme on l'a dit, le professeur l'a dit plus tôt, il y a un problème de sans-abri dans nos villes, problème de dépendance, et souvent, ce sont les personnes de ces populations qui sont victimes de certains de ces récidivistes. Donc, comme je l'ai dit dans mon exposé, il faut penser d'abord à la sécurité publique lorsqu'on prend des décisions en matière de cautionnement. Ma prochaine question s'adresse à un autre témoin. Le fardeau revient à différents secteurs. Lorsqu'on ne confronte pas les causes profondes, lorsqu'on n'offre pas les appuis dont les gens ont besoin, lorsqu'on libère les gens sans caution et qui sont laissés à eux-mêmes, sans suivi, sans mesures d'assistance et mesures pour forcer le respect des conditions. Mais il y a des appuis, des mesures sociales qu'il faut mettre en place aussi. Il y a un aspect clé parce qu'il y a vraiment 4 niveaux de gouvernement dont nous parlons. Et les ressources seront différentes dans le cas des centres urbains ou dans le cas des collectivités rurales, éloignées ou nordiques. Il y a déjà des difficultés dans l'administration de la justice dans les collectivités rurales et dans le Nord.
surtout dans les collectivités autochtones. Il est essentiel, lorsque quelqu'un est dans cette trajectoire, est libéré sous caution, ou lorsque quelqu'un purge une peine dans la communauté, il faut des communautés en santé, il faut des appuis aux villes. On ne peut pas le faire comme on le fait en ce moment parce que il y a eu des situations désastreuses sur la côte ouest et il y a eu, selon moi, des lois et des approches dangereuses choisies dernièrement. Il faut remédier à cela. C'est une chose d'avoir des lois et c'est autre chose de les administrer et de les faire respecter. Monsieur le député Chang, 5 minutes. Ma première question s'adresse au chef TG et à un autre témoin. Le gouvernement fédéral a des dispositions sur le cautionnement pour les récidivistes violents et demande aux juges de tenir compte de la situation des accusés autochtones. Il faut s'assurer que ces choses soient mises en œuvre de façon cohérente et constante. Comment peut-on le faire? Eh bien, il y a les rapports GLADU qui sont une disposition qui permettent de tenir compte des perspectives et des situations des membres des Premières Nations. Il y a des Autochtones très jeunes qui sont pris dans le système. Il y a des portes tournantes. On veut faire cesser ce phénomène des portes tournantes. On veut offrir une réadaptation. On veut sortir les jeunes des gangs criminalisés. Monsieur Sundberg a raison. Les plus vulnérables sont ceux qui sont rendus victimes souvent. Donc, je pense qu'il faut que le système de tribunaux ait plus de ressources pour assurer une représentation des Premières Nations. Comme un exemple en Colombie-Britannique, dans le cas des dispositions sur la mise en liberté sous caution, je ne peux pas les appuyer sans qu'une consultation adéquate ait été faite. Et je suis vraiment en accord avec M. Sundberg sur une chose. Nous avons besoin de meilleures statistiques. Et il y a des statistiques à recueillir sur les jeunes autochtones qui sont pris dans le système pour qu'ils aient des occasions de réinsertion, des outils de prévention, de déjudiciarisation pour empêcher la récidive. Et les mesures proposées ne règlent pas ces problèmes. Ma prochaine question s'adresse à M. Gemel. Lorsque vous avez traité avec les municipalités, avez-vous examiné l'efficacité de la coopération entre agences? Merci, Monsieur le député Chang. Un exemple, vous avez parlé plutôt de données et de statistiques. Un exemple, ce serait de recueillir et de mettre en commun des données sur la mise en liberté sous caution et sur le respect des conditions de libération sous caution entre agences provinciales et forces policières. Et ça ne se produit pas en ce moment. Je peux faire un parallèle entre les données sur la santé et les données sur le système de justice pénale. Nous avons 13 systèmes qui ne communiquent pas toujours entre eux. Et c'est difficile d'assurer une coordination, mais ça fait partie de la réalité d'un pays comme le Canada et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour recueillir, coordonner ces données pour qu'on n'ait pas une situation où quelqu'un commet un crime en Colombie-Britannique, passe la frontière, commet un autre crime en Alberta et un juge ou un juge de paix en Alberta n'est pas au courant. On ne peut pas permettre cela. Merci. Dr. Sundberg, beaucoup de la responsabilité de la supervision et du respect du cautionnement relève des provinces. Selon vous, est-ce que les systèmes provinciaux ont la capacité, le personnel, les ressources nécessaires dans les tribunaux et les programmes de supervision afin de mettre en œuvre efficacement les réformes à la libération sous caution? C'est une excellente question. C'est une difficulté partout au pays lorsqu'on parle des ressources. Il y a un manque de jeunes qui deviennent policiers. Il y a de nouveaux juges de paix, il y a les constables spéciaux aussi, les responsables des règlements. Lorsque je parle
de coordination et de calibrage, une des choses qu'il faut voir, c'est comment avoir un modèle policier à divers niveaux où il y a différentes capacités. Lorsqu'il y a un personnel limité chez les policiers, il faut qu'il y ait partenariat, travail de coopération, et je pense que les provinces ont l'occasion de commencer à utiliser les services, non seulement des services de police ou des services de libération conditionnelle ou de probation, mais d'autres organismes, y compris des organismes communautaires. Mais c'est un bon point. Il n'y a pas suffisamment de personnes. Si on n'a pas suffisamment de personnes bien formées et équipées, alors c'est inutile pour que la loi devienne opérationnelle. Il faut des gens et les meilleurs. Et on a vu une diminution des gens qui se tournent vers les carrières policières ou autres. Donc, il faut voir à l'échelle provinciale comment coordonner toutes ces fonctions de respect de la loi afin d'arriver aux résultats dont nous avons besoin. Et c'est particulièrement vrai pour les services de police des Premières Nations. Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît? Oui, une composante essentielle lorsque je pense à ces questions dans le contexte d'Alberta, c'est la valeur et l'importance des services de police des Premières Nations. Et c'est un domaine qui est vraiment sous-financé et c'est très important. Il faut renforcer ces services. Merci. Monsieur le Président. Merci, messieurs, madame les témoins. Je retiens que finalement, les critères en place ne sont pas si mal. On a un problème. Vous avez convenu, je pense, corrigez-moi si je me trompe, que renverser le fardeau de preuve pour des cas de récidive pourrait être une avenue intéressante qu'on devrait peut-être regarder. Mais je retiens surtout de vos témoignages qu'on a des problèmes de financement, des mesures de réhabilitation pour les gens qui ont été trouvés coupables et de prévention pour l'ensemble de la société. On parlait, M. Gunningham parlait de santé, parlait de problèmes d'addiction. Il faut investir dans ces ressources-là davantage. Ressources donc de réhabilitation, parce qu'on envoie des gens en prison, mais je suis pas certain, j'aimerais peut-être entendre notre ministre de la Sécurité publique là-dessus, mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mesures, beaucoup d'argent investi pour les réhabiliter, ces gens-là. Donc, on les garde pendant un certain temps, on les relâche, ils récidivent. Il n'y a jamais, je pense en tout cas, qu'on fait peut-être pas suffisamment d'efforts pour les réhabiliter. Et c'est un peu ce que je comprends au travers l'ensemble de vos témoignages. J'aimerais que vous, d'abord, que vous me disiez si j'ai raison ou tort. Deuxièmement, que vous complétiez là-dessus. Il reste environ 1 minute. Alors, en 20 secondes, M. Sandberg, M. Gunningham. Your interpretation is spot. Vous avez tout à fait raison. Nous avons besoin des ressources. Lorsque quelqu'un est libéré sous caution et lorsque quelqu'un est libéré de manière conditionnelle dans la communauté, il faut voir les appuis dans la communauté. Les sommes que nous dépensons lorsque quelqu'un fait une overdose dans la rue, il y a les camions de pompiers, de policiers. Et si on regroupe tous les coûts pour examiner une petite cohorte de citoyens, un grand pourcentage sont des membres des Premières Nations, malheureusement, nous avons besoin de ces assistances et ces ressources. Quelques commentaires rapidement. D'abord, l'incarcération existe en partie pour séparer les gens qui représentent un risque pour la société de leurs victimes potentielles. Ce que j'ai entendu, cependant, dans ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a des gens dont la vie a été changée pendant qu'ils étaient en détention parce qu'ils ont eu accès au programme de réadaptation dont ils avaient besoin. Alors, justement, il y a une personne qui a été arrêtée à répétition par la police et finalement, il était en prison. Il s'est dit, j'ai un jeune garçon, je veux être un bon père. Il a utilisé les programmes de réadaptation qui lui étaient rendus disponibles. Il a changé les choses parce que lorsqu'il était en prison, il a eu accès au programme dont il avait besoin. Donc, je suis d'accord avec le chef. Travailler avec les dirigeants des Premières Nations est essentiel pour faire des progrès, comme il l'a dit. D'un point de vue statistique, on en a besoin.
Je pense que toutes les parties du système doivent bien fonctionner. Merci, Monsieur le maire Gilligan, et merci à tous les témoins. Nous avons terminé cette première partie de la réunion. Donc, merci. J'espère que vous pourrez vous reposer. Vous pouvez rester pour la deuxième partie, mais nous allons faire une petite pause. Thank you.